Alors, bonjour Laszlo, bonjour tout le monde. Donc, cette fois-ci, va dans le Tokai. Donc, on a le privilège d'avoir Laszlo avec nous ce soir. Donc, Laszlo, ce que je propose, c'est que vous vous présentez, tout simplement. Et voilà, je reviendrai vers vous par la suite. Voilà, donc je m'appelle Laszlo Mészáros, je suis hongrois et vous me voyez à gauche sur cette photo. Donc je suis le directeur du domaine de Disnoke à Tokai depuis 2000. Je suis ingénieur agronome et je travaille à Disnoke depuis 1995. Ça fait déjà 25 ans. Et Disnoke, pour moi, c'est vraiment le domaine où j'ai débuté ma carrière professionnelle, où j'ai appris plein de choses. J'ai appris vraiment la vinification de Tokai, les détails, etc. Tout à Disnoke, de mes collègues, des gens avec qui j'ai travaillé. Et donc, sur la photo, vous voyez Christian Silly, qui est le président de Disnoke, qui est le directeur général, enfin, le directeur général d'Axa Millésime, qui possède le domaine de Disnoke. Et sur l'autre photo, vous voyez Camilla, notre chef de cave, et les œnologues, et Peter, notre chef de culture. Voilà, donc nous sommes une équipe où je suis peut-être le plus âgé déjà, et j'ai plein de collègues jeunes qui sont très passionnés et qui travaillent pour faire des très très grands tokai, des très très grands tokai, vins de tokai. Ouais, donc moi j'ai eu souvent l'occasion de déguster les Tokai de Disnoko. Et c'est vrai qu'on a encore fait une prestige l'autre jour avec Anna du groupe donc AXA et puis Fanny Medoken. Au mois de juin, c'est vraiment fabuleux. Donc ce soir, je vais juste vous présenter en fait les trois vins qu'on va déguster. Donc on va déguster le Disnoko, donc Mint, hein, donc slow. Donc si tu la vois là, la bouteille. Oui, Donc c'est un blanc sec. on est sur le blanc sec, donc ce Furmint 2019. Ensuite, on va faire la cuvée 1413. Qui est une vendange tardive traditionnelle. L'appellation s'appelle Édes Samorodni en hongrois. D'accord. Et on finira en fait donc le fameux Tokai 5 Puttunios qu'on a dégusté en prestige. Et donc justement, l'intérêt ce soir, c'est pourquoi faire Tokai? Parce que c'est la bonne période, on approche de Noël. C'est un des vins justement qu'on peut proposer sur des superbes accords mais vins. Et l'idée justement, c'est de voir un peu tout le process qui est très intéressant en Hongrie. Voilà, donc Laszlo, on peut continuer si vous souhaitez, hein, donc, dérouler si vous voulez. Voilà, donc nous allons déguster trois vins qui sont des vins très typiques pour les régions, mais c'est une région avec beaucoup de traditions, avec beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à ce que vous connaissez en France peut-être. Donc les cépages, le terroir, la vinification. Donc je pense que avant de déguster ces trois vins, c'est intéressant de voir les spécificités de la région. Mais tout d'abord, quelques mots sur le domaine du Disnoke. Donc, j'arrive à... Vous voyez mon curseur bouger? Il y a un décalage. Ça y est, mais j'ai okay. Voilà. Donc Disnoke, c'est le nom de notre vignoble
le nom de vignoble, qui est un vignoble de 104 hectares de vignes aujourd'hui. C'est un vignoble d'un certain nom dans la partie sud de la région de Tokai. C'est un vignoble historique. C'est un vignoble qui appartenait à des différentes familles nobles d'aristocrates hongroises ou autrichiennes dans le passé, et qui était ensuite nationalisé après la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis 1992, ça appartient au groupe AXA Millésime, donc un groupe qui appartient au groupe AXA, qui a des domaines en France, au Portugal et en Californie. Donc vous voyez une vieille gravure du domaine, une gravure du 19e siècle. Et ensuite, vous voyez je vais passer et ensuite, vous allez voir le domaine, les installations d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça appartient donc ce que vous disiez, Misla, donc groupe donc le groupe AXA Millésime. Donc AXA Millésime possède Château Pichon-Baron à Pauillac, également Château Sudiro à Sauternes, Domaine de l'Arlo à Neuilly-Saint-Georges, Quinta de Noval et Quinta de Passaduro dans le Valais du Douro au Portugal, et Outpost Wines en Californie. Donc c'est une très belle collection des grands vins, des grands domaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 3 domaines avec une production importante des vins liquoreux ou des vins nobles. Donc Sauternes pour Sudiro, Disnoke pour Tokai et Quinta Noval pour le Porto. Donc ce que vous voyez sur la photo, c'est les chais, la cave du domaine, avec le garage à tracteur à droite. Ok. Alors moi je disparais un peu, c'est parce qu'on a des problèmes de connexion, donc vous inquiétez pas, hein. Je suis là, hein, donc je vous écoute, hein, et puis ok. Voilà. Donc Disnoke, comme j'ai évoqué, c'est un très vieux domaine. En fait, le vignoble, les vignes de Disnoke existent au moins depuis 1413. Donc la première indication du nom Disnoke, c'est un document qui date de 1413. Et Disnoke, en français, ça veut dire rocher du sanglier. Donc, le vignoble a reçu son nom à partir d'un rocher qui se trouve là où je montre avec le curseur, qui se ressemble à une sanglier avec beaucoup d'imagination. Voilà, donc Disnoke, c'est le nom du domaine, mais tout d'abord, c'est le nom de ce vignoble de 100 hectares. Et tout le vignoble est attenant en fait au domaine, ou vous avez plusieurs parcelles? Oui, tout le domaine, c'est d'un certain nom et qui entoure le domaine. Donc c'est quand même assez unique dans la région de Tokai, parce que dans la région, il y a beaucoup de grands domaines, mais la plupart des grands domaines possèdent des vignes, des morceaux de vignes d'un endroit, dans plusieurs villages, et avoir 100 hectares comme à Disnoke, c'est vraiment unique. Et donc, comme j'ai dit,
après la Deuxième Guerre mondiale, comme la Hongrie est devenue un pays communiste, tout a été nationalisé. Et les vignes qui appartiennent aujourd'hui à l'Isnoku appartenaient à l'époque à la femme d'État, à l'État hongrois. Et quand AXA Millésime a acheté le domaine en 92, il a fallu tout replanter, tout refaire parce que tout d'abord les vignes ont été très mal plantées sur le domaine. Donc elles étaient plantées avec très peu de densité. Il y a eu des vignes avec 2300, 2500 pieds à l'hectare. C'était des vignes avec cordon haut, avec irrigation, qui était bien pour produire le volume, la quantité, mais pas la qualité. Donc, il fallait petit à petit tout replanter. Et à l'époque, dans les années donc, 60, 70, 80, les vignes produisaient beaucoup de raisins, mais les raisins n'étaient pas vinifiés sur le domaine. Donc, tous les raisins ont été transportés dans des centres de vinification pour faire des Tokai génériques. Donc, le notion de terroir, c'est quelque chose qui n'était pas à l'époque à jour. Donc, il fallait replanter, créer des installations, des caves pour vinifier les raisins. Donc, la photo que vous voyez sur ce diapo, ça montre d'une partie des vignes que nous avons replantées en 94-95, et derrière, c'est des vignes que nous avons replantées en 2007, 2008 et 2009. Donc, et quelle densité? Qu'est-ce que vous avez comme densité à l'hectare? On a planté à peu près à 6200 pieds, donc c'est à 1,80 m sur 0,9 m l'écartement. Donc, ce n'est pas aussi dense que les vignes que vous pouvez voir en Bourgogne ou à Bordeaux. Mais parce qu'il a fallu quand même adapter à des pentes, nos vignes se trouvent sur les coteaux qui sont souvent très raides. Donc, c'est très difficile d'augmenter la densité après un certain nombre de pieds. Donc, mais vous voyez sur la photo, nous avons dans les hauts de coteaux, il y a des terrasses, il y a des murs. Donc c'est quand même un peu, c'est vraiment les pentes. Il y a des coteaux qui sont très raides. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Laszlo, c'est qu'on va commencer à déguster le surmine dans environ 5 minutes. Donc, on va juste faire encore la présentation de le côté un peu géographique, parce que c'est vrai que nous, Français, on connaît voilà, l'appellation de Tokai, mais pas forcément la situer. Parce que c'est vrai que pour certains adhérents aussi du club me demandaient si d'Isnoko, vous faisiez des vins rouges. Et c'est vrai que vous pouvez peut-être expliquer qu'il y a des régions, proprement dites, où on fait plutôt des vins rouges dans votre pays, en fait. Voilà, donc vous voyez une carte de la Hongrie. Donc, c'est un pays continental. Donc, nous n'avons pas de mer. C'est un pays qui est entouré par d'autres pays. Donc, à l'ouest, c'est l'Autriche. Au nord, c'est la Slovaquie. Et Tokai, c'est au nord-est. Donc, il y a la Slovaquie juste à 50 km, l'Ukraine à 100 km. Donc, nous sommes ici. Et donc, la capitale de la Hongrie, Budapest, se trouve ici, donc à 250 km. Donc, la Hongrie, c'est un pays viticole. C'est vrai que pour les Français, c'est peut-être pas très évident, mais nous avons beaucoup de régions viticoles.
et nous faisons aussi des très bons rouges en Hongrie, mais pas à Tokaj. Tokaj, c'est une appellation uniquement pour les blancs, mais c'est vrai que dans le sud de la Hongrie, mais aussi un peu au nord, nous faisons aussi des rouges de très bonne qualité. Mais Tokaj, c'est uniquement liquoreux, c'est uniquement vin blanc, mais les liquoreux qui est le plus important pour les snowbirds. Voilà. Donc c'est une carte que vous voyez ici, c'est une carte du 19e, c'est une carte géologique. Et comme vous savez peut-être, Tokaj, c'est la première appellation viticole délimitée dans le monde. C'est une délimitation qui a été faite en 1737 par un décret royal. Et c'est une délimitation tout à fait logique parce que la région a des frontières géographiques naturelles. Donc au nord, nous avons des montagnes. À l'est, nous avons une rivière, le Bodrog, et au sud, nous avons la Grande Plaine. Et donc, c'est une région volcanique. Donc, les coteaux de Tokaj, ce sont des coteaux volcaniques. Il y a des roches-mères comme rhyolite, tufs de rhyolite, andésite, dacite, donc différents types de roches-mères volcaniques. Et sur ces roches-mères volcaniques, il y a une grande diversité de sols. Il y a des sols, le plus souvent, c'est les sols argileux, où l'argile est mélangée avec des roches volcaniques, avec des graves volcaniques. Et nous avons aussi dans le sud de l'appellation des sols qui se composent des poussières qui s'appellent de l'os, c'est des poussières apportées par les vents. Et donc nous sommes dans un climat continental, ça veut dire que nous avons des étés très chauds et très secs, les hivers très froids, avec souvent de la neige, et avec très peu de précipitations. Donc la précipitation annuelle, c'est à peine 600 mm, c'est plus, très souvent c'est 500 mm. Mais ce climat continental est très influencé par la proximité des rivières. Nous avons des rivières qui est juste à la limite de l'appellation. Nous avons une zone très marécageuse à l'est de l'appellation. Donc, cette zone marécageuse crée des brumes matinales, ça crée de l'humidité à partir de septembre-octobre qui favorise l'installation de la pourriture noble. Voilà, donc c'est... La chose qu'on va faire, c'est qu'on va déguster le premier vin, en fait, qui est à base de le fameux Furmint. Hein, donc, on va passer peut-être que quelques slides, on reviendra peut-être dessus, sur oui, mais l'appellation. la prochaine slide, ça va être déjà le Furmint. Regardons. C'est la ville de Tokaj. Ça ne bouge pas. Oui. On va passer à la prochaine. Voilà, donc cépage, et encore. Donc le Furmint. Je n'ai pas encore. Voilà, Furmint. Voilà, donc comme nous avons évoqué, Tokaj, c'est uniquement des cépages blancs. Est-ce que je peux... Oui, ça va. Il n'y a que des cépages blancs.
Et il y a 6 cépages autorisés, dont le cépage le plus important, ça s'appelle le Furmint. Donc le Furmint, qui est un cépage autochtone, le Furmint comme cépage, aujourd'hui, ça a été sélectionné dans la région de Tokay. Et c'est un cépage qui est tardif, qui mûrit tardivement, qui mûrit plutôt à partir du mi-septembre, fin septembre, souvent début octobre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les années plus chaudes, la maturité c'est plus précoce, mais normalement c'est fin septembre. Et c'est un cépage qui est très sensible à la pourriture noble, donc ça donne beaucoup de grains nobles, mais c'est aussi un cépage qui a une caractéristique d'exprimer le caractéristique des sols, des terroirs. Donc, à travers le Furmint, on peut déguster les différents terroirs de Tokay. C'est un cépage avec beaucoup d'acidité, avec une fraîcheur. Ce n'est pas un cépage aromatique, ce n'est pas un cépage comme le Riesling ou le Sauvignon, etc. Donc, ça reste quand même relativement neutre au niveau aromatique, mais c'est un cépage qui a quand même beaucoup de fraîcheur, du côté salin et une belle longueur, un côté un peu salin, minéral en bouche. Donc, ce qu'on goûte maintenant, c'est une Furmint 2019. C'est un blanc Alors, sec. ce qui est juste intéressant, c'est que alors ça, je l'ai découvert quand j'ai ouvert la bouteille. En fait, c'est des bouchons verts. Hein, Oui, donc c'est bouteille. une bouteille, c'est une jolie bouteille typique pour la région, avec un bouchon en verre. Le bouchon en verre, c'est un peu le même effet que le capsule à vis. Donc, avoir un vin très net, pas d'influence Dans l'année. de l'année, mais on peut quand même garder pendant quelques années. Mais c'est une alternative plus élégante par rapport au bouchon, par rapport à capsule à vis. Mais c'est le même effet. Ouais. Donc, ça garde Mais le c'est vin vrai que frais. par contre, sur les Tokai, vous avez quand même du bouchon. Hein, parce que j'ai ouvert les autres, donc la vendange tardive et puis le 5 Puttunios, vous êtes quand même sur le bouchon. Donc, C'est les bouchons avec le bouchon normaux, oui. C'est des bouchons. Mais ici, c'est un bouchon en verre. Donc alors, je vais le mettre. vin, c'est. Je ne sais pas si vous voulez commenter un peu, Frédéric, ou vous voulez que je commente un peu le. Non, bah allez-y, justement, pour voir un peu ce que vous retrouvez généralement. Moi, je vous dirai, je pense, par la suite. Donc là, Voilà, j'ai l'affiche du vin à l'écran. oui, donc c'est 2019, c'est un vin avec une jolie couleur, avec une robe, une robe un peu déjà une couleur plutôt paille et On est sur un jaune clair, ouais. jaune clair paille, un nez qui est sur le nez un peu poire, fruits blancs, une certaine minéralité déjà au nez, avec qui promet un vin de fraîcheur. Et Ah, c'est très agréable. Au nez, c'est ce que vous disiez avant, c'était pas un cépage qui était aromatique comme le Riesling, le Sauvignon, c'est tout à fait vrai. C'est pas très. On est plutôt sur le côté un peu fleur blanche, le côté poire. On a beaucoup de fraîcheur, on a un côté un peu salin aussi qui arrive. Hein, donc on sent bien qu'il y a une absolument. bonne acidité, une bonne trame.
Par contre, on est surpris en bouche parce qu'on a quand même une belle enveloppe, hein, une belle rondeur en bouche, donc ça prend bien, alors qu'on s'attend à quelque chose d'un peu plus sur l'acidité. Et bouche, un peu salivaire aussi, qui est très tendu, beaucoup de tension, un beau vin d'apéritif et même de repas de gastronomie. Hein. Je pense que c'est aussi un vin de repas, parce que c'est vrai que c'est frais, Mm. il y a de la fraîcheur, de l'acidité, mais il y a quand même de structure, de l'ampleur, de texture. Donc c'est un vin qui est à la fois frais, mais aussi avec une certaine profondeur, il y a une bouche texturée, Ouais. il y a de la longueur. C'est quand même un vin assez riche. Donc, effectivement, c'est un vin qu'on peut boire sur les apéros, sur les fruits de mer, sur les crustacés, mais pourquoi pas sur les viandes blanches, sur les volailles, sur les poissons à la sauce, etc. Donc c'est un vin qui a une structure qui tient quand même, qui peut se marier avec beaucoup de choses. Je pense que c'est un vin qui est gastronomique. Et puis À il y a cause des, il y a de... des, il y a des amers aussi en bouche, hein, donc un beau potentiel de garde aussi pour le vin. Et, alors c'est vrai que je lis la fiche en même temps là, vous mettiez un poisson avec sa sauce légère comme du hareng ou encore des fruits de mer, caviar, huîtres, et après on passe à la volaille et gibier à plumes. Hein, donc, quelles sont les spécialités que vous pourriez faire là-bas donc à Disnoco, ou qu'est-ce que vous servez quand vous recevez par exemple des invités, par exemple sur Furmint sec? Oui, c'est très souvent les cendres, les poissons, parce que nous n'avons pas de mer à Ouais, Hongrie, donc c'est plutôt des poissons à l'eau douce, donc c'est des truites, des cendres, ou bien des fromages de chèvre, même des porcs. Hein. Souvent, on le d'accord. boit avec des Mm. porcs. Mais c'est ouais, il y a ce côté un peu amer, surtout même au nez qui arrive en fait, et qu'on sent pas du tout en bouche et qu'on ressent un peu sa finale. Donc non, c'est un beau vin, même avec de la nourriture justement, ça va bien balancer justement. Je pense que c'est très intéressant. Oui, donc c'est pas du tout le vin blanc léger et aromatique. Mm. C'est un vin blanc avec une certaine structure, profondeur, richesse, mais en même temps Et une il y a du glycérol, bonne hein. Là acidité. vous voyez pas sur le verre, mais il y a énormément de glycérol. Hein. C'est un vin qui a énormément de gras aussi, donc on le sent bien au milieu de bouche, ce glycérol justement. C'est gras. Mm. Voilà, donc c'est en 2019 que nous avons vinifié d'une façon classique. Donc c'est des vendanges à la main, très sélectives. Euh, Après, le pressurage, c'était des pressurages des, euh, des grappes entiers et avec une pression pas très élevée, donc jusqu'à 1 bar à peu près. Et après, la fermentation a été faite en cuve inox, en cuve, pas en barrique. Il y a certains lots où nous avons fait aussi un peu de malo, mais ça représente à peu près 10%. Et après la fermentation, nous avons fait une élevage sur lit pendant 1 mois avant la mise en bouteille. Donc c'est notre blanc sec de base. Nous avons aussi une autre blanc sec que nous n'avons pas ici, que nous vinifions en fût, en barrique, que nous fermentons et vinifions et élevons en barrique, qui sont des blancs secs encore un peu plus gras et plus structurés. Mais c'est Et un vin comment un sur peu le Furmint différent. ou, Furmint et Hachtevelu, c'est le deux cépages alors, assemblés. alors, je vais vous mettre voilà, la fiche du. Donc là, on avait Furmint. Voilà. Donc le Furmint, c'est vraiment le cépage emblématique de la région, qui représente à peu près 60% pour la région
Et le deuxième cépage, ça s'appelle Hashtavelu. C'est un cépage autochtone, c'est plus difficile pour les Français, c'est plus difficile à prononcer, à le lire. Et ouais, tout à fait. comme vous voyez sur la photo, c'est un cépage avec une grappe plus allongée et ça donne des vins un peu plus je dirais, un peu plus aromatique, mais aussi un peu plus végétal. Donc, c'est un cépage plus aromatique, mais peut-être avec un peu moins de structure, avec un peu moins de fond que le Furmint. Voilà, donc le Furmint et le HWL, ça donne à peu près 90% pour la région, c'est à peu près la même chose pour les Stockeux. Et ensuite, nous avons 4 d'autres cépages qui sont des cépages moins importants, qui s'appellent Zeta, Charga Muscotai, c'est Muscat, c'est le même cépage que les Muscat blancs en France, Cuvier-Soleil et Cabor. Voilà, donc il y a 6 cépages blancs, donc uniquement blancs, que nous utilisons dans l'appellation de Tokai. Et avec ces cépages blancs, nous faisons une gamme de vins assez complexe en fonction du temps de vendange, en fonction de façon de vendanger et en fonction de la vinification. Donc vous avez une schéma ici à droite. Donc, à partir des raisins sains, à partir des grappes qui contiennent uniquement des raisins sains, donc nous faisons un blanc sec. À partir des grappes qui contiennent plus ou moins des raisins botrytisés, passeries et botrytisés, nous faisons des vins de type vendange tardive, dont le 1413. Et à partir des raisins qui sont non seulement botrytisés, mais aussi très, très desséchés, très, très concentrés, qu'on appelle les grains à sous, nous faisons le tokayasu, le 5 poutonioche, le 6 poutonioche. Voilà, donc, alors, vous allez expliquer pourquoi 4, 5, 6 poutonnios en fonction des hôtes, ce que j'ai vu dans le passé. Oui, donc je vais expliquer. Donc, vous voyez la gamme. Donc, nous avons les blancs secs, nous avons des blancs secs, nous avons des vendanges tardives, et nous avons des tokayasu. Donc, je vais vous expliquer un peu les coraux. Donc, le Furmint, évidemment, il a élaboré à partir des raisins normands. Et ensuite, donc le Furmint, le blanc sec est récolté normalement en septembre, mi-septembre jusqu'à la fin de septembre. Et après, nous attendons l'arrivée de la pourriture noble, l'arrivée du botrytis. Et donc, sur le prochain diapo, on aura sur le prochain diapo, nous aurons vous l'avez là, la photo du botrytis ou pas je ne l'ai pas encore. Ouais. Voilà. Ah bah c'est moi la Hongrie, il y a un petit décalage, donc. Il y a un décalage. Ouais. Voilà, donc on attend le botrytis. Donc cette première photo, ça montre le commencement du botrytis, l'arrivée du botrytis sur le Furmint. Et vous voyez le botrytis s'installer qui entre dans le baie et qui rend la peau très très fragile. Hein. Et à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité d'avoir des grains qui se dessèchent très très rapidement et qui deviennent presque comme des raisins de Corinthe qu'on appelle des grains à sous. Voilà, et donc à cette période-là, quand il commence à avoir cet effet-là, donc c'est à partir de quelle période? Généralement, c'est mi-octobre?
Ça commence en général à partir de fin septembre. Donc comme c'est un climat, comme je dis, assez sec, nous avons des brumes matinales. Donc il y a la brume, il y a les brouillards le matin qui durent jusqu'à 9h, 9h30, 10h. Et ensuite, nous avons très souvent des temps ensoleillés, un peu frais, mais ensoleillés avec un peu de vent, qui vont très rapidement dessécher ces grains déjà attaqués par le botrytis. Donc, il y a d'une part le champignon, le botrytis, à cause de l'humidité matinale, et d'autre part, il y a le dessèchement, le pastillage, le dessèchement par le temps sec, ensoleillé. Et comme on va passer au prochain diapo. On va commencer à déguster aussi le deuxième vin. On va commencer à déguster. Voilà. Donc le deuxième vin, c'est donc on l'appelle 1413. C'est notre marque. Et l'appellation, c'est Samorodni. Samorodni, c'est une appellation traditionnelle pour le Tokaj, qui veut dire vendange tardive. En fait, c'est une vendange tardive traditionnelle, le Tokaj. Et Samorodni, le nom de cette appellation, ça veut dire tout venant en français. Donc, c'est un nom d'origine polonaise. Pourquoi polonais? Parce que dans le Moyen-Âge et plus tard, c'est les Polonais qui étaient les commerçants, qui étaient les gens qui ont acheté la plupart des Tokaj et qui ont revendu ça un peu partout dans le monde. Et Samorodni, en polonais, ça veut dire tout venant parce que on coupe une grappe entière ou un morceau de grappe qui contient à la fois des grains déjà bien botrytisés et un peu concentrés, mais aussi des baies, des raisins qui sont un peu surmûris, mais pas encore très concentrés. Donc, c'est une vendange tardive, comme on peut le comparer peut-être avec une vendange tardive comme une vendange tardive en Alsace ou dans les coteaux de Lyon en Alsace ou dans le Var. Donc une concentration déjà assez importante, mais pas une sélection très sélective encore. Donc le millésime qu'on goûte, c'est une 2017, donc c'est une vin 2017, assez jeune. C'est très beau, hein. Le nez il est vraiment écorce d'orange qui arrive là, on sent vraiment, on sent qu'il y a du suite au liquoreux qui arrive là, c'est très beau. Hein. Ouais, donc c'est une robe déjà, une très belle robe dorée. Et c'est écorce d'orange, oui, c'est des. Avec une touche boisée, parce que c'est un vin qui est élevé en fût, en barrique pendant un an, avec des notes d'agrumes, d'abricots, abricots frais. Ouais, raisin de Corinthe, ce côté un fruit confit là qui est très sympa aussi là. Et quand on a aussi ce côté un peu citronné aussi qui arrive, qui donne de la tension aussi au vin. Donc là, on est sur l'assemblage, on est sur un 100% Furmint aussi. C'est un 100% Furmint, oui. Bon, dans l'appellation, on pourra mettre d'autres cépages aussi, mais 2017, nous avons décidé de faire un assemblage 100% Furmint, justement parce que c'est une grande millésime où le Furmint était magnifique. Et le Furmint, c'est un cépage qui donne des vins très transparents, très purs. Et on voulait justement garder cette transparence, cette pureté donnée par le Furmint. Parce que les autres cépages, le HWL, les états que nous avons, c'est des cépages un peu plus aromatiques et ça
si on met dans l'assemblage, ça peut-être donne un vin un peu plus complexe aromatiquement, mais ça perturbe un peu la pureté aromatique de ce vin. Donc, pour cette cuvée, nous avons décidé de faire ça uniquement avec les ferments. Et alors, sur le cahier des charges de Tokai, excuse-moi, Laszlo, de te couper, mais sur le cahier des charges de Tokai, on est obligé de mettre combien de furmint au niveau du cépage? Ce n'est pas limité. Donc, il faut utiliser un des cépages autorisés. Donc, ça peut être 100% ferment, ça peut être un assemblage de 6 cépages, ça peut être uniquement d'un seul cépage. Ce n'est pas réglementé. Ouais, parce que cette appellation Ides Samorodni, le plus souvent, c'est toujours sur base de ferment. D'accord. Bah, c'est très élégant, hein, c'est très fin. Moi, j'adore le nez. Hein, le nez, il est vraiment très pur aussi, ce que vous disiez là. On a ce côté orangé, les petites orangettes là qui arrivent, mais un peu amères, là, qui sont très agréables. Et on n'est pas dans la sucrosité quand même. Hein. On est combien en sucre résiduel là-dessus, environ? Mais on a 140 grammes, autour de 140 grammes, et c'est vrai qu'on devine ça, on devine pas parce que il y a beaucoup d'acidité. Comme tous les Tokai, c'est plutôt aérien, donc la sucrosité n'est pas si évidente à la dégustation. On a cette acidité élégante. C'est pas une acidité verte, hein, c'est pas une acidité agressive, c'est une acidité tout en rondeur, mais qui contribue quand même à la fraîcheur et à l'équilibre du vin. Ouais, ça donne du peps, c'est plus du peps en fait dans le vin, c'est très agréable. Là, c'est vrai que sur les accords mais vins, moi je vous bien sur un dessert, là ça peut être très sympa. Ce que vous mettez, la crème de poisson cuisiné avec une sauce à la crème de citron, ou sinon des desserts peu sucrés, des fruits ou des fromages. Alors c'est vrai qu'un fromage là-dessus ira très très bien. C'est vrai qu'avec les plats, il faut quand même une Samorodni avec un peu d'âge. Donc c'est 2017, c'est encore très très jeune. Donc là, on a encore un peu plus de puissance, mais avec certain âge, donc comme très souvent pour les liquoreux, la sucrosité, l'acidité, ça devient un peu moins détectable. Et avec une jolie évolution, le vin peut aller très bien avec des plats épicés, avec des viandes blanches, avec des plats asiatiques, des plats d'Asie avec pas mal d'épices, ça peut être intéressant. Ouais. Alors, Laszlo, on va un peu avancer aussi parce que ça va très très vite. J'aimerais bien qu'on discute un peu du process justement des Azu. Oui, donc ça c'est très intéressant. Le grand vin de Tokai, ça fait avec des grains qui ne sont pas seulement botrytisés, mais très très desséchés, très très pasteurisés. Donc, comme vous voyez sur cette photo, c'est des raisins qui sont presque comme des raisins de Corinthe. En revanche, donc vous voyez la grappe, il y a quelques grains sous, donc les grains botrytisés mais très desséchés, mais qui sont entourés par des raisins normaux. Donc ces grains botrytisés desséchés sont récoltés un par un, grain par grain, par plusieurs passages successifs. Donc d'ailleurs, le Samorodni est récolté à la fin et les Azu sont récoltés à partir de fin septembre, début octobre, en enlevant seulement ces grains complètement botrytisés, grain par grain, complètement desséchés grain par grain. C'est comme les grains de Corinthe. Et une personne peut prendre, je crois, 5 à 7 kilos par jour? Une personne récolte maximum 10 kilos. 10 kilos par jour. Donc c'est vraiment très très lent. Et c'est des grains qui sont complètement desséchés. Donc même quand on voit mesurer sa concentration, donc on prend un peu de grains, on veut extraire un peu de jus pour mettre sur le refractomètre pour regarder
la La sucrosité. concentration, la densité, on arrive à avoir quelques gouttes. Mais il n'y a pas de jus, et c'est vraiment quelques gouttes. Et Ah, c'est impressionnant. c'est des grains qui contiennent 60-70% d'extrait sec, de sucre, d'acidité. Donc, il n'y a pratiquement pas de jus. Donc ces grains, nous ne pouvons pas les presser. C'est impossible de les presser. Donc, le seul moyen de faire venir leur sucrosité, leur richesse, leur acidité, c'est uniquement par macération. Donc, Ouais. le Tokayasu, c'est un vin qui est fait par macération. Donc, vous voyez la photo sur les doigts. Donc, c'est vraiment des raisins de Corinthe, à la différence qu'il y a du botrytis. Il y a des botrytis. Les raisins botrytisés se dessèchent très rapidement et ça devient comme les raisins de Corinthe. Ouais. Et vous Encore, les remettez dans une base de furmint, non, justement pour le presser par la suite oui, ou... donc, regardons, il y a quelques diapos encore avant de commencer les vinifications. On peut passer peut-être rapidement pour regarder ces Ouais, j'ai avancé. autres. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est moi Ah, là, qui fais. j'avance un Voilà. peu. Voilà, donc vous Ouais. voyez le processus de tri. Donc une cagette que vous voyez en bas, donc c'est 20 kilos, c'est 2-3 personnes qui récoltent ça pendant une journée. On peut avancer, on peut aller plus loin. Et- Et j'aimerais bien arriver à une diapo où on montre les différentes étapes de la SSR. Voilà. Donc, nous avons donc ces grains nobles. Si on peut revenir sur le tableau Bon, précédent. ça revient. Il y a un décalage. Il y a un Voilà. décalage. Donc, nous avons ces grains nobles. On les met dans un bac, dans un conteneur, et on les oublie pendant quelques semaines jusqu'à la fin des vendanges. La seule chose qui se passe pendant ce temps-là, c'est que après quelques jours, il y a un peu de jus qui coule par gravité qu'on appelle l'essentia. L'essentia, c'est un nectar qui contient 700, 800, même 900 grammes de sucre par litre. C'est comme le miel. Hein. C'est vraiment très dense. C'est comme vraiment le miel. Et à la fin des vendanges, nous commençons la vinification. Et la vinification, comme on a mentionné, c'est de mélanger nos grains secs, nos grains nobles, avec du vin ou avec mou en fermentation. Donc, c'est un vin un peu comme le Furmint, le premier vin, mais souvent, c'est un vin avec un peu plus d'alcool qu'on récolte un peu plus tardivement. Et très souvent, c'est quand même un vin encore en phase de fermentation. Donc, c'est nous, pendant la fermentation, on mélange les grains nobles avec ce Furmint en fermentation. Les grains nobles montent dans la cuve. On fait des remontages et pendant 2, 3, 4 jours, on le travaille un peu comme les vins rouges. Hein. Donc, on fait une macération pendant la fermentation et pendant cette macération, on extrait la sucrosité, on extrait les acidités, on extrait les arômes, mais aussi, c'est très important, on extrait un peu de tanin, un peu de polyphénol à partir de la peau, à partir des pépins, des grains, qui donnent une structure au vin. Donc, la différence par rapport au Samorodi, c'est qu'il y a ce goût de macération, il y a cette structure qui est obtenue pendant ce travail de macération. Et après la macération, qui dure donc quelques jours, on sépare le jus. Après, on presse nos grains nobles. C'est un pressurage qui dure 7 heures, 8 heures. C'est un pressurage très, très, très long et très, très long. Et après le pressurage,
on continue la fermentation pour obtenir l'équilibre qu'on veut avoir. Donc, 13 degrés d'alcool plus 150, 160, 180 grammes de sucre résiduel à peu près. Et après la fermentation, il y a un élevage en fût. Ce n'est pas forcément des fûts neufs, c'est plutôt des fûts usagés dans les caves souterraines de Tokai pendant 1 an et demi, 2 ans en général. Donc, il y a un élevage de 2 ans en moyenne pour les Tokayasu de l'Islande. Ouais, d'accord. Donc, c'est un process qui est procès super. vraiment très original. Il n'y a pas d'autres vins qui sont faits de la même façon. Donc, c'est un vin blanc qui est vinifié presque comme un vin rouge et donc qui donne vraiment un équilibre assez surprenant. Ouais. Donc, Ouais. je propose qu'on goûte donc la soupe, donc 2012. On revient sur les outils par la suite, l'élaboration de vin, où on met la fiche. Bon, on peut mettre ça. Oui, on peut voir ça en même temps. Oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est important, c'est que donc il y a sur chaque assaut, il y a un nombre de puttognosh. Donc ce qu'on goûte, c'est 5 puttognosh 2012. Et puttognosh, c'est un nom qui veut dire hôte en français. Donc puttogne, ça signifie en hongrois une hôte que vous voyez sur la photo, qui est une hôte qui a été utilisée à la fois pour les vendanges, qui était à peu près équivalent à 27 litres de volume. Et jusqu'au 19e siècle, les gens mélangeaient différents nombres de hôtes de grains nobles avec un fût de vin de base ou mou de base. Donc, les gens mesuraient 3, 4, 5 ou 6 hôtes de grains nobles. Ils ont versé ça dans un bac et ils ont toujours versé une barrique de vin de base ou mou de base à des différents volumes de grains nobles. Donc, en fonction de la proportion des grains nobles par rapport au vin de base, les assauts s'appelaient 3, 4, 5 ou 6 puttognosh, 3 autres, 4 autres, 5 autres, 6 autres. Donc 5 puttognosh, qui est l'équilibre le plus classique, la plus classique, ça a été fait avec à peu près 5 fois 27 litres plus 136 litres de vin de base, qui était le volume de fût de Gunz. Donc, ça fait à peu près 1 à 1. Ça fait à peu près 1 litre à 1 litre. Donc, ça s'explique le puttognosh. Donc, plus le nombre de puttognosh est élevé, plus le vin est riche. Donc, c'est l'origine de cette appellation, de cette dénomination. Donc, le 5 puttognosh, c'est le plus courant, c'est le plus classique. Donc, pour Disnoku aussi, la sous 5 puttognosh, c'est le vin que nous produisons tous les ans. C'est vraiment notre standard. Et dans les meilleurs millésimes, dans les meilleurs lots, nous faisons aussi un 6. Le 6, on fait, non parce qu'on veut faire un vin plus sucré, mais c'est un vin encore plus exceptionnel avec encore plus de potentiel de garde, avec encore plus de complexité. Mais ce que nous goûtons, c'est un 5 on a l'impression que c'est plus, à la dégustation, on a l'impression que c'est plus alcooleux, et en fait, c'est qu'à 12 degrés alcooliques. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a une richesse en bouche, en fait, et un côté un peu alcooleux qui arrive. Et là, c'est le sucre, en fait. Hein. Donc, on a vraiment Mais il y a un nez aussi un peu plus caramel, un peu plus confit que le précédent. Donc là, bien sûr, c'est beaucoup plus concentré. Et c'est très, très beau au niveau du nez.
Voilà, donc c'est aussi un 2012 qui a déjà un peu plus d'évolution, bien sûr, que 2017. Mais il y a surtout plus je pense qu'il y a plus de structure. Il y a vraiment ce côté macération qui donne une colonne vertébrale au vin. Donc le résultat, c'est un vin un peu plus structuré, avec un peu plus de complexité et plus vineux aussi. Donc c'est en concentration, c'est pas plus sucré que le vin précédent, c'est à peu près la même richesse en sucrosité, même peut-être un peu moins aussi, mais on a l'impression quand même qu'on a quelque chose de plus riche, plus ample, plus complexe, avec plus de texture, plus de profondeur. C'est la sélection et c'est surtout la vinification, la macération qui fait ça. C'est très fin, c'est élégant. On a ce côté aussi abricot, ce côté un peu caramel qui arrive. On a tous ces fruits un peu confits là qui viennent, avec une note, une acidité en finale aussi. Hein. Ça, c'est vraiment le trait de caractère des Tokai quand même. Hein. C'est la sucrosité, mais aussi l'acidité et même l'amère en finale. J'aime beaucoup ce style en fait. Hein. Donc, oui, c'est vrai qu'on dit souvent que dans un grand Tokai, on oublie le sucre. On a bien sûr le sucre dans l'attaque, mais la fin bouche, souvent, c'est pas très sucré. La fin bouche, c'est souvent plutôt, ça se finit souvent avec les acides ou avec les côtés un peu salins, avec l'amertume, et pas avec l'acidité. Mais comme pour tous les grands liquoreux, je pense que la clé, c'est l'équilibre. Donc, on ne veut pas boire des vins sucrés qui sont lourds, qui sont très sucrés. On veut des vins sucrés qui sont frais, qui donnent la plaisir, qui donnent la complexité. Mais quand on goûte un 5 Puttagnoche, un bon 5 Puttagnoche, on a envie de reprendre le vin. On a envie de boire notre verre. Et donc, 2012, ce millésime, c'est pas un grand millésime à Tokai, c'est un beau millésime. Et moi, donc, je connais bien sûr, Château-Sud-Dirault, je connais un peu Sauternes. Et quand je fais les parallèles, 2012, quand je goûte avec Pierre ou avec Pierre Montaigu, directeur technique de Château-Sud-Dirault, je le présente ce vin que pour moi, c'est un Tokai qui a la similarité avec Sauternes, parce que c'est millésime avec beaucoup de botrytis. Alors que nous avons d'autres millésimes comme 2011, comme 2015 ou 2009 par exemple, qui sont plus des millésimes de passereillage avec moins ce côté botrytis, mais plus d'acidité, un peu plus rustique quelque part, mais avec plus d'acidité, de tanins qui sont très différents. Mais c'est 2012, c'est vraiment très agréable, ce côté orange amer, ce côté agrume, c'est un peu crémeux en bouche, avec une belle acidité. C'est vraiment un vin de plaisir qui est pour un Tokai qui est encore relativement jeune, donc c'est en 2012. C'est bien à boire, mais c'est aussi un vin qu'on peut garder pendant 15 ans, 20 ans encore, qui se bonifie avec le temps. Alors, donc le temps passe très très vite, hein, donc là on va devoir bientôt déjà arrêter, hein, donc ça fait pas loin d'une heure là. Donc Laszlo, qu'est-ce que vous vouliez peut-être dire dans les 2 dernières ou 3 dernières minutes là sur ce qu'on n'aurait pas dit? Voilà, donc je voulais juste mentionner l'Essentia, donc qui est peut-être sûrement le vin le plus riche du monde. Donc l'Essentia qui est le jus qui coule par gravité à partir des grains nobles avant qu'il soit incorporé dans les vins de base. Donc c'est un nectar qui contient 700-800 grammes et qui passe leur élevage dans une bonbonne en verre pendant 2-3 ans.
sans fermentation, D'accord. parce qu'il y a tellement de sucre que les Yeah. levures ne peuvent pas survivre dans cet environnement très sucré. Donc, c'est vraiment un vin unique. Et ensuite, je voulais vous montrer quelques photos sur le domaine encore, sur Disnoke pour expliquer un peu le terroir unique de ce domaine. C'est vrai que si vous avez l'occasion de goûter d'autres Tokai, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a une grande sélection des styles. Donc Disnoke, c'est vraiment le domaine avec un côté toujours très pur, très équilibré. Nous avons, dans la région, nous avons des producteurs qui font des Tokai très très riches, avec relativement peu d'alcool, avec beaucoup de sucre, très aromatique, très très crémeux. Et disons qu'on veut faire quelque chose un peu plus vivant, avec plus d'acidité. Donc c'est une question de style. Donc nous cherchons la pureté, nous cherchons vraiment cet équilibre. Après, il y a d'autres styles aussi. Et donc disons que c'est vraiment un vin de terroir, donc terroir unique, donc comme j'ai évoqué au début. Au début, nous avons d'un vignoble d'un seul tenant de 104 hectares, et avec quand même beaucoup de beaucoup de terroirs diversifiés en fonction des expositions, en fonction des crus. Mais c'est vraiment un terroir où nous avons l'assou tous les ans, qui n'est pas très courant au Tokai, parce que le domaine s'ouvre vers l'ouest, vers le sud surtout, et en face de la plaine. Nous avons la grande plaine hongroise, qui est une énorme plaine, et nous avons l'humidité qui arrive à partir de la plaine, qui favorise le botrytis, et en même temps, le domaine est ouvert de l'ouest, du sud, de l'est. Nous avons toujours un peu de circulation de l'air qui dessèche parfaitement les grains botrytisés. Donc, Donc, vous pouvez faire le sol, c'est un sol tous les ans. argileux calcaire avec une forte proportion des rhyolites, en fait, des graves rhyolites. Le sol est très important, bien évidemment, parce que comme on est dans un climat sec, nous avons besoin d'une bonne retention d'eau par l'argile, mais on ne veut pas quand même que l'eau soit retenue dans le haut du sol. Donc, il faut que l'eau soit retenue en bas de notre sol. Et donc, c'est un grand domaine, mais nous avons beaucoup de parcellaires. Nous faisons des vins avec chaque de nos parcelles, et quelques parcelles sont vinifiées, élevées et mises en bouteille à part. Nous avons notamment une cuvée qui s'appelle Copy, qui est une parcelle magique de Disnoke, qui sont embouteillées à partir des meilleurs millésimes, tout seul. Donc, le dernier millésime que nous avons, c'est 2015. Voilà, on peut peut-être passer Ouais, donc ça, c'est une des dernières photos. Donc, où on 2015. voit. Voilà, donc ici, c'est des vignes, comme j'ai évoqué, à 1,80 m sur 0,9 m d'espace. Et voilà, donc les bâtiments, c'est un très joli domaine à Disnoke. Donc j'espère que cette crise sanitaire va terminer rapidement, et beaucoup de gens qui suivent cette présentation peuvent venir, parce que c'est aussi un très joli domaine à visiter. Le paysage est magnifique, il y a des beaux bâtiments. Donc à droite, vous voyez notre garage à tracteurs, qui est un bâtiment emblématique pour la région.
Donc, nous sommes toujours très heureux d'accueillir les visiteurs et d'expliquer comment ces vins se vinifient, parce que ce sont des vins Très vraiment atypique. historiques, traditionnels, mais il y a quand même je pense qu'il y a quand même une modernité en même temps dans ces vins. C'est quand même des vins dans l'air du temps, que ce soit les blancs secs ou nos liquoreux. Et quand les gens arrivent, ils regardent, ils visitent, ils nous visitent, ils peuvent comprendre l'élaboration de ces grands vins. Ben voilà. Bon, bah, c'était super. Laszlo, c'est très intéressant. On manque toujours de temps pendant ce webinaire, mais bon, c'est vrai qu'au-delà de 1 heure, on a déjà fait presque 1h05, hein, donc ça va vite. Hein. Donc, j'aime beaucoup les vins. C'est vrai que, et puis là, ce qui était très intéressant, donc on a passé par le Furmine sec, ensuite on était sur une vendange un peu tardive, et ensuite on était sur le fameux Tokai 5 Putuños. On avait vraiment toute la panoplie là, hein. C'était très intéressant. Oui. Et c'est vrai que c'était le Furmint dans différents types d'expressions. Donc, c'est en blanc sec, en vendange tardive et en assaut. Donc, un cépage d'un seul domaine et différentes phases, différentes impressions. Bah, Laszlo, ça va être le moment de dire au revoir à toutes les personnes qui vont regarder le webinaire. On est à l'approche des fêtes, donc je pense qu'il y a pas mal de tokas qui vont se boire pendant les fêtes, que ce soit en France ou chez vous. Donc voilà, donc Laszlo, je vous laisse dire au revoir à la totalité des personnes. Merci beaucoup pour votre attention et je suis ravi de faire cette présentation avec vous, avec vous, Frédéric. Et à la prochaine. Ouais, Au revoir. super. Bah, merci beaucoup, Laszlo. C'était un grand plaisir. C'était des grands vins. Continuez comme ça. Bon, bah, joyeuse fête de fin d'année. J'espère que ça va bien se passer l'année 2021 et qu'on pourra venir vous voir. Parce que Avec vraiment, moi, plaisir. j'ai vraiment envie de venir vous voir. Donc, Avec très grand plaisir. allez, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.